je voudrais avant tout vous saluer et vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation à échanger sur le thème majeur du dialogue entre juges de la constitutionnalité et juges de la légalité. Je remercie aussi et particulièrement mes deux collègues qui se sont dévoués pour la préparation des présentes assises. Ils se connaissent et se reconnaissent. Sur le continent européen voisin et proche, la paternité de l'expression dialogue des juges est attribuée au juriste français Bruno Genevois. On rappelle que dans ses conclusions relatives au dossier Cohn-Bendit, dont l'arrêt a été rendu par le Conseil d'État français le 22 décembre 1978, ce commissaire du gouvernement, tout en invitant à adopter une solution différente de celle de la Cour de justice des communautés européennes sur la portée des directives, conclut que, je le cite, « Il ne doit y avoir ni gouvernement des juges, ni guerre des juges. Il doit y avoir place pour le dialogue des juges. » Fin de citation. Pour les Anglo-Américains, qui ne renvoient pas l'expression à la même ascendance, le dialogue des juges est principalement la pratique des tribunaux nationaux et internationaux qui utilisent le raisonnement d'autres tribunaux pour construire une meilleure interprétation d'une norme juridique contenue dans une constitution ou dans une convention internationale interétatique. Dans le contexte des droits de l'homme en particulier, le dialogue vise à promouvoir l'enrichissement mutuel des normes constitutionnelles et internationales de protection de ces droits entre les tribunaux de différentes juridictions. Pour cette raison, il peut être pratiqué à différents niveaux. Premièrement, entre les tribunaux nationaux. Deuxièmement, entre les tribunaux internationaux. Ou, troisièmement, entre les tribunaux nationaux et internationaux. En d'autres termes, le dialogue des juges apparaît comme une forme nouvelle de communication entre les juridictions. Il décrit des interactions et échanges entre différentes juridictions. Celles-ci, de façon souvent informelle, dialoguent pour élaborer des jurisprudences tenant compte les unes des autres pour établir une relation harmonieuse et éviter les conflits. Dans tous les cas, le dialogue repose sur ce qu'on a appelé une déférence réciproque, qui permet l'existence d'une interaction libre et vivante entre les tribunaux. Cependant, cette interaction cherche également à respecter les différences entre les tribunaux en reconnaissant les règles particulières applicables dans la juridiction d'un tribunal donné, les différents domaines de compétences définis par le droit national et les culturelles uniques. Un proverbe africain ne rappelle-t-il pas, en effet, que, je cite, « Le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l'autre, à la fois dans son identité et dans son altérité. » Fin de citation. Sans aucun doute possible, le dialogue juridictionnel est un phénomène qui a émergé de la pratique des cours et tribunaux eux-mêmes. Ceux-ci ont ouvert la voie et il est revenu aux universitaires et à certains juges aussi de théoriser le processus. Là où il se pratique et se vit couramment, on relève que le dialogue des juges promeut le bon fonctionnement et l'évolution d'un état de droit moderne. Il permet non seulement d'améliorer la qualité et la cohérence des décisions juridictionnelles, mais aussi de renforcer la protection des droits fondamentaux. Le dialogue des juges qui nous préoccupe et doit nous occuper ici et maintenant est celui intervenant entre nous, juges nationaux. Et dans la mesure où il s'agit pour nous de définir une conjonction heureuse de l'action du juge de la constitutionnalité et de celle du juge de la légalité de notre pays, il nous faut mettre nos réalités en perspective. À cet égard, l'article 114 de la Constitution dispose que, je cite, « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Fin de citation. De toutes les compétences de la Cour constitutionnelle ainsi énoncées, il y en a une pour laquelle l'intervention de celle-ci croise celle du juge de la légalité, la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. En effet, l'article 3, alinéa 3 de la loi fondamentale prévoit que toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraire à cette disposition sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. Fin de citation. Nos concitoyens ne se privent pas de se prévaloir de ce large accès à la haute juridiction. Il y a des situations où des questions s'emparent du juge constitutionnel face au foisonnement des recours. Par exemple, est-il concevable que les droits fondamentaux soient invoqués à l'encontre d'un particulier? Nous le voyons couramment. Le citoyen non dépositaire d'un pouvoir public est-il débiteur des droits de l'homme? Je vous pose cette question, mesdames et messieurs. Ne serait-il pas possible d'envisager que l'intervention du juge de la légalité précède celle du juge de la constitutionnalité chaque fois que le dossier l'autorise? Moi, c'est une question qui me hante. Et je la partage avec vous. Aucune solution légale n'est-elle envisageable pour prévenir la garde à vue et la détention provisoire abusive? Est-ce que les prisonniers doivent rester là et toujours saisir la Cour constitutionnelle? On m'a oublié depuis 15 ans en prison, sans jugement. Je suis en détention préventive depuis 7 ans. Et mon dossier est oublié, on ne m'appelle pas. Ne peut-on pas trouver d'autres solutions que de devoir saisir le juge constitutionnel? Moi, je vous pose cette question, je la partage avec vous. Avec notre dialogue amorcé ce jour, nous pourrions, me semble-t-il, générer la formation de jurisprudence compatible entre nos différentes juridictions. Éviter les réponses inconciliables à une même question juridique. Prévenir les conflits négatifs de compétences entre juridictions. Faire converger l'interprétation des textes juridiques. Notons ici que le dialogue des juges peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir notamment d'un dialogue d'autorité, d'un dialogue de persuasion ou d'un dialogue de partage. Le dialogue d'autorité intervient généralement dans le cadre de relations hiérarchiques en juridiction d'un même ordre. Le juge supérieur impose son interprétation au juge inférieur. C'est un processus bien connu dans notre système de droit. C'est la règle entre nos cours d'appel et les tribunaux de leur ressort ou entre la Cour suprême et le juge du fond. Le dialogue de persuasion tient dans un échange plus horizontal, entre juridictions où chacune tente de convaincre l'autre de la pertinence de son raisonnement, sans pouvoir l'imposer. Si vous êtes tous investis du pouvoir de rendre une décision inattaquable, est-ce que quelqu'un doit imposer quelque chose à l'autre? Il faut se poser des questions et cependant servir convenablement les justiciables, servir convenablement son pays. Quant au dialogue de partage, il implique une collaboration plus étroite entre juridictions qui partagent précisément leurs analyses et construisent ensemble une interprétation commune. Je voudrais ici nous inviter à faire surgir et entretenir les voies et moyens d'un partage permanent dans notre fonctionnement chaque fois que de besoin. Merci de votre attention.